Tu veux savoir ce qui s'est passé quand la prof qui me harcelait a découvert que j'étais la fille de la principale? Ma mère avait été nommée principale de mon lycée l'été juste avant que je rentre en première. J'avais tenu à ce que personne ne l'apprenne car je refusais d'être traitée autrement que les autres. Pas question que mes camarades pensent que mes notes étaient dues à mon lien avec la direction. Ma mère était d'accord. Elle a gardé le secret et personne n'en a rien su. De toute façon, je portais le nom de mon père, donc ça n'éveillait aucun soupçon sur notre lien de parenté. Madame Holloway, notre prof d'anglais en spécialité, avait sa fille Brooke dans ma classe. Brooke se débrouillait, mais clairement, j'étais plus forte qu'elle, et ce n'était pas pour me vanter, c'était juste un fait. À chaque devoir, j'avais de meilleures notes, je participais plus en cours, et au moins, moi, je lisais vraiment les bouquins. C'était flagrant que Madame Holloway ne me portait pas dans son cœur. Au début, c'était des détails. Elle donnait systématiquement la parole à Brooke, même quand je me manifestais en premier, félicitait les copies de sa fille sous le nez de tout le monde, mais ne parlait jamais des miennes, même quand j'avais la meilleure note. Pendant les débats, elle me coupait net pour interroger directement Brooke. Je me suis dit que j'affabulais, que je me faisais des films, mais c'est devenu évident quand elle a commencé à me noter plus sévèrement. Un jour, j'ai rendu un devoir dont j'étais certaine. Résultat, j'ai eu un 9. Brooke, elle, avait rendu une copie pleine de fautes et a récolté un 18. J'ai demandé à Madame Holloway pourquoi. Elle m'a sèchement dit que mon analyse était superficielle, que je devais vraiment me remettre en question et travailler davantage. Elle a même rajouté que ce cours devait être trop difficile pour moi, que tout le monde n'était pas fait pour ce niveau-là. J'ai refait l'exercice, corrigé selon ses consignes, rebelote, j'ai eu un autre 9, soi-disant parce que je n'avais toujours rien compris au sujet. En parallèle, on a déplacé Brooke au premier rang, moi, on m'a expédié au fond de la classe. Holloway s'en donnait à cœur joie, lâchant en passant près de moi. « J'espère que tu suis bien aujourd'hui. » Ou « On va voir si tu arrives à tenir le rythme de la classe. » Elle le murmurait juste assez fort pour que moi seule capte. J'ai failli tout raconter à ma mère, puis je me suis ravisée. Je voulais gérer ça seule, pas qu'on m'accuse de me réfugier derrière la principale au moindre pépin. Donc, j'ai serré les dents et continué à bosser. La goutte d'eau, ça a été aux oraux du semestre. Chacun devait présenter une analyse de roman devant toute la classe. J'ai bossé comme une dingue dessus pendant 2 semaines. J'étais fière de mon exposé. Brooke est passée avant moi. Elle a fait une présentation très moyenne, n'a pas levé le nez de ses notes, s'est trompée 2 fois sur le nom de l'auteur. Pourtant, à la fin, Holloway s'est levée, l'a applaudi et a déclaré, le plus sérieusement du monde, que c'était l'une des analyses les plus impressionnantes qu'elle ait jamais vues, qu'en 15 ans de métier, elle n'avait jamais assisté à une telle démonstration. Elle a dit être incroyablement fière de Brooke. Puis c'était mon tour. J'ai exposé sans notes, les yeux rivés sur la classe, tout était clair, construit, fluide. À la fin, Holloway m'a lancé un long regard avant de lâcher, d'un ton glaçant, que c'était flagrant que j'avais copié mon travail sur Internet et que jamais je n'aurais pu pondre seule une telle analyse. Elle m'a annoncé qu'elle me mettrait un 0 pour plagiat et qu'elle allait me dénoncer. La classe s'est figée, pas un bruit. J'avais les joues en feu. J'ai juré que j'avais tout rédigé seule, que j'avais bossé dessus 2 semaines. Elle m'a balancé, implacable. C'est précisément le genre de choses que dirait une tricheuse. Puis elle a ajouté que je devrais avoir honte de m'approprier le travail des autres, qu'elle avait vu dès le début que je n'avais rien à faire là. Là, j'ai craqué. Je n'ai pas hurlé ni fondu en larmes. Je l'ai simplement fixé et j'ai dit « Je veux en discuter tout de suite avec la principale ». Madame Holloway s'est mise à rire, presque sûre d'elle, et m'a dit « Pas de problème, je serai ravie d'expliquer à la principale qui vous êtes vraiment. Je suis même prête à recommander votre exclusion ». Elle m'a proposé de prendre rendez-vous. J'ai rétorqué que ce n'était pas nécessaire, puis j'ai sorti mon téléphone et appelé ma mère devant toute la classe. Tous les regards étaient braqués sur moi. Holloway affichait un sourire satisfait, persuadé d'avoir gagné d'avance. Quand maman a décroché, j'ai dit « Tu peux venir tout de suite dans la classe de Madame Holloway ?» Le visage de Holloway s'est décomposé. Elle a bredouillé « Maman ?» J'ai répondu « Oui, ma mère c'est la principale. » Elle est devenue livide. Ma mère n'a pas tardé à arriver. Impeccable dans sa veste de principale, un dossier sous le bras, le visage fermé, mais une aura impressionnante. Holloway, debout à son bureau, agrippait son carnet, les phalanges crispées. Personne ne bougeait. Tout le monde retenait son souffle. Je voyais les regards des élèves faire des allers-retours entre ma mère, Holloway et moi. On sentait la tension dans l'air. Le silence était lourd, pesant. Maman a avancé, ses talons résonnants, puis elle s'est arrêtée à quelques mètres, a ajusté sa veste et a demandé à Holloway, d'un ton parfaitement neutre, « Je vous prie de me rejoindre dans le couloir pour un entretien privé. » Aucune colère dans sa voix, juste un calme total, presque glaçant. Les mains de Holloway tremblaient quand elle a attrapé son carnet. Elle l'a presque fait tomber. Une remplaçante est arrivée, s'est installée et s'est présentée. Je n'ai même pas retenu son nom. À travers le hublot de la porte, je voyais Holloway et ma mère dans le couloir. La prof parlait à toute vitesse, faisait de grands gestes. Maman restait droite, immobile, bras croisés. À un moment, la voix de Holloway a monté d'un ton. Je l'entendais clairement malgré la porte.
même si je ne comprenais pas les mots. On pouvait presque palper la panique. Elle essayait de se justifier, de minimiser la situation. Et plus elle parlait, plus elle semblait déstabilisée. Maman, elle, restait imperturbable, affichant toujours la même expression posée. J'entendais parfois la voix de l'autre monter dans les aigus. J'ai saisi les mots mal entendus et juste essayé de motiver. Le visage de maman demeurait fermé. Impossible de deviner ce qu'elle pensait. Un peu plus loin, Nicolas Berg s'est penché vers moi et m'a soufflé qu'il avait envie d'en parler depuis des semaines. Il parlait si bas que j'étais la seule à l'entendre. Il m'a confié que lui aussi avait remarqué la façon différente dont Madame Holloway me traitait, ses remarques incompréhensibles, ses réflexions constantes et la manière dont elle me coupait la parole. Il ne savait simplement pas quoi faire, ni si quelqu'un le croirait. Autour de nous, plusieurs élèves opinèrent du chef. Sarah, une fille qui était assise devant, s'est retournée pour me murmurer qu'elle était désolée. Elle regrettait de ne pas être intervenue et se sentait honteuse d'être restée silencieuse à chaque fois que Madame Holloway me balançait ses piques. Marcus a dit la même chose, puis un autre encore. Peu à peu, la moitié de la classe s'est mise à chuchoter des excuses à mi-voix. Ils avaient tous vu ce qui se passait, tous compris l'injustice dont j'étais victime. Mais jusqu'alors, personne n'avait rien osé dire. J'ai ressenti un drôle de mélange, un soulagement de ne pas avoir tout imaginé et de savoir que d'autres partageaient mon sentiment d'injustice, mais aussi une tristesse et une colère sourde. Pourquoi fallait-il attendre que la situation dégénère pour qu'enfin quelqu'un ouvre les yeux? Pourquoi personne n'avait-il eu le cran d'agir plus tôt? Tout ça, je l'ai gardé pour moi. Je me suis contentée d'acquiescer, murmurant juste un merci. La prof remplaçante a tenté de rétablir le calme, demandant à tout le monde de se plonger dans les devoirs de lecture, précisant que la situation serait réglée rapidement et que chacun devait se concentrer. Les élèves ont tous sorti un livre, mais personne ne lisait vraiment. La classe bruissait de chuchotements et de regards furtifs dans ma direction, que les autres détournaient dès que je les surprenais. Brooke, fidèle à sa place du premier rang, gardait les yeux rivés sur ses mains croisées sur ses genoux, le visage cramoisi, la gêne et la colère se mélangeant sur ses traits. Elle s'était comme recroquevillée sur elle-même, donnant l'impression de vouloir disparaître. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un peu de compassion pour elle, car dans le fond, tout ça n'était pas vraiment de sa faute. Ce n'était pas elle qui avait demandé à sa mère de la favoriser, ni réclamé des notes surévaluées ou des compliments à tout bout de champ. Mais je me suis souvenu combien elle acceptait sans sourciller, même quand Madame Holloway l'ovationnait en pleine classe ou me rabaissait devant tout le monde. Elle profitait de cette injustice sans jamais la remettre en question. Toute compassion s'est vite évaporée. 15 minutes se sont écoulées avant que maman ne revienne. Elle est entrée sans hésiter, avançant direct vers moi, assise au fond de la salle, le visage toujours parfaitement maîtrisé. D'une voix douce, elle m'a demandé de prendre mes affaires et de la suivre dans son bureau. J'ai fourré mes cahiers et mon livre dans mon sac, un peu fébrile, puis je l'ai suivie à travers le couloir. Au passage, j'ai aperçu par la fenêtre Madame Holloway filer d'un pas pressé vers le bâtiment administratif, accompagnée de Monsieur Henderson, le proviseur adjoint, le visage sombre. Elle serrait son carnet de notes contre elle comme un bouclier et n'a même pas regardé en arrière. Dès que je me suis levée, un flot de chuchotements a envahi la classe. Tout le monde murmurant et tentant de deviner ce qui se tramait. La remplaçante a essayé, en vain, de calmer le jeu. J'ai suivi maman, laissant derrière moi un brouhaha insistant. Je me demandais ce que les autres disaient sur ce qui venait de se passer. Sur moi, sur Madame Holloway. Le bureau de maman, tout au bout du bâtiment administratif, m'attendait. Elle a ouvert la porte et me l'a tenue. Je suis entrée et elle l'a refermée soigneusement derrière nous. Le clic du verrou m'a semblé sans appel. Maman a posé son sac en cuir sur le bureau et s'est installée, m'invitant à prendre place en face d'elle. Calmement, mais avec une tension que je sentais poindre sous sa voix, elle m'a demandé de tout lui raconter, depuis le début. J'ai ouvert mon sac, sorti la liasse où j'avais gardé toutes mes copies du semestre, même si relire ces notes injustes était à chaque fois un supplice. Je les ai dépliées devant elle, puis j'ai pris mon carnet où je notais méthodiquement chaque réflexion, chaque humiliation, chaque interruption, avec la date et l'heure précise. Maman a pris la première copie, un C, l'a scruté quelques secondes. Une crispation lui a traversé le visage. Sa mâchoire s'est contractée, son regard s'est durci. Elle a enchaîné avec les autres, d'autres C, puis s'est plongée dans mes notes, y découvrant les accusations de tricherie, les remarques désobligeantes, le sentiment d'exclusion. Ses mains s'étaient refermées sur les papiers. Ses yeux brillaient d'une colère froide, mais elle a gardé la voix égale en me posant quelques questions précises auxquelles j'ai répondu sans hésiter. Toute cette histoire, que je portais seule depuis des mois, a défilé d'un coup. Maman a posé les copies, m'expliquant qu'elle devait suivre la procédure, qu'elle aurait aimé avant tout me défendre sur le champ, mais que ses fonctions lui imposaient de respecter les règles. Elle a attrapé son téléphone et contacté Cathy Marshall, la responsable du département d'anglais, celle qui encadrait tous les enseignants, y compris Madame Holloway, pour lui demander de venir de toute urgence. 5 minutes plus tard à peine, Cathy entrait, le visage inquiet, presque absent. Maman lui a exposé la situation en quelques mots, puis lui a demandé de comparer objectivement mes devoirs à ceux de Brooke, pour juger sans parti pris la qualité réelle de nos travaux. Cathy s'est installée, feuilletant d'abord l'un de mes devoirs, puis cherchant l'équivalent de Brooke dans les archives. Au fil de sa lecture, ses sourcils se sont froncés, sa bouche s'est pincée, et il n'y avait plus de doute.
Elle aussi venait de comprendre qu'il y avait bien un problème. Elle a repris une autre pile de copies, puis encore une. Le constat sautait aux yeux. Mon travail était nettement plus solide, mais systématiquement sous-noté, alors que Brooke, malgré des erreurs évidentes, récoltait des A sans difficulté. Cathy a reposé les copies et s'est tournée vers maman, soulignant combien l'écart était flagrant et préoccupant, évoquant qu'une intervention rapide s'imposait. C'est à ce moment-là que M. Henderson a frappé avant d'entrer, un dossier volumineux sous le bras. En tant que proviseur adjoint, il était responsable de la plupart des dossiers de plaintes élèves. Il a alors expliqué être allé consulter le dossier de Mme Holloway, suite à ce qui venait de se dire dans le couloir, puis il a étalé plusieurs documents sur le bureau. 2 ans plus tôt déjà, un élève avait demandé à changer de classe en invoquant de l'injustice et des préjugés, mais l'affaire n'avait pas été creusée. L'année dernière, un parent s'était plaint de notes généreuses accordées aux élèves favoris de Mme Holloway, sans que cela n'ait vraiment eu de suite non plus. M. Henderson a sorti un papier supplémentaire. 3 ans auparavant, un autre parent avait déjà signalé des soupçons de favoritisme. L'accumulation ne laissait plus place au doute. Ce n'était pas la première fois, ni même la seconde ou la troisième, que cela arrivait. Madame Holloway avait des antécédents, mais jusqu'à présent, personne n'avait sérieusement pris la mesure du problème. À chaque document, le dossier de maman gagnait en consistance pour un recours administratif solide. Elle a croisé mon regard, a jeté un œil à la pile de papier, gardant une attitude professionnelle même si je voyais bien que la colère montait. Elle m'a alors demandé tout droit pourquoi je n'étais pas venue lui en parler plus tôt. Sa voix était calme mais ferme. Je lui ai répondu franchement, j'avais envie de montrer que je savais gérer mes affaires tout seul, que je ne voulais pas utiliser notre lien comme bouclier, ni passer pour le gamin qui court se plaindre au principal à la moindre injustice. Je voulais prouver que j'étais capable de faire face. Maman a acquiescé lentement, elle m'a compris. Mais elle a ajouté une phrase qui m'est restée en tête, expliquant que souffrir en silence n'a rien d'une preuve de force, quand ceux qui ont le pouvoir en abusent. Elle m'a rappelé qu'il y a une nette différence entre être autonome et se laisser maltraiter, et que signaler une injustice, ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est souvent une marque de courage. Nous avons longuement discuté de cette frontière subtile, du moment où il faut tenter de régler les choses par soi-même, et de celui où demander de l'aide devient nécessaire, du discernement pour admettre qu'une situation nous dépasse. Je me suis rendu compte alors qu'elle avait raison, que j'aurais dû en parler bien plus tôt, dès que j'ai vu que les notes devenaient arbitraires, dès les premiers commentaires déplacés, lors du déplacement au fond de la classe, ou quand tout ce que je faisais était systématiquement dévalorisé par Mme Holloway. Je croyais faire preuve de bravoure en restant seule contre l'injustice, alors qu'en réalité, je la laissais simplement s'installer. Cathy Marshall a alors ramassé mes dissertations et s'est levée, annonçant qu'elle serait relue par 2 autres professeurs d'anglais en section avancée, qui n'étaient au courant de rien. Maman a expliqué que cela permettrait d'avoir enfin une évaluation juste et objective de mon travail, et de savoir si les notes de Mme Holloway avaient la moindre légitimité ou étaient purement dictées par le favoritisme. Cela prendrait quelques jours, mais cette étape était indispensable pour monter un dossier incontestable, capable de résister à toute contestation ou appel. Cathy a promis de s'en occuper rapidement et de tout garder confidentiel avant de repartir, copie sous le bras. Monsieur Henderson, lui, est resté discuter de la suite des événements. Maman a déjà évoqué la mise en congé administratif de Mme Holloway le temps de l'enquête, la nécessité de reprendre une à une toutes ces évaluations afin de déceler un éventuel schéma discriminatoire et d'interroger d'autres élèves témoins de certains comportements. L'administration avait enclenché la procédure et pour la première fois, quelqu'un prenait vraiment la situation à cœur. Enfin, quelque chose bougeait. Le lendemain matin, maman m'a prévenu que je travaillerais désormais au CDI pendant les cours d'anglais, le temps que tout soit éclairci. Elle m'y a accompagnée dès la première heure et a expliqué la situation à la documentaliste. L'endroit, calme et vide, n'avait vraiment rien à voir avec l'ambiance habituelle de la salle de classe. Je me suis installée au fond, les livres étalés devant moi, tâchant de me concentrer sur d'autres matières. À la fin de la matinée, une femme que je n'avais jamais vue s'est approchée et a tiré la chaise en face de moi. Elle s'est présentée, Anastasia Waters, la conseillère d'orientation du collège. Elle a expliqué que maman lui avait demandé de s'assurer que je tenais le coup dans tout ça. Je lui ai répondu que ça allait, même si elle n'avait pas vraiment l'air convaincue, et elle n'a pas insisté. Elle m'a simplement dit que sa porte restait ouverte si jamais j'avais besoin de parler de tout ce stress ou du malaise qui persistait. Elle a posé sa carte sur la table, ajoutant qu'un échange avec une personne extérieure pouvait parfois aider à digérer ce genre d'épreuve. Je l'ai vraiment remerciée pour ça. Mais, pour être honnête, ce qui me rassurait le plus, c'était qu'enfin, les adultes prenaient au sérieux ce que je vivais, qu'ils agissaient au lieu de me répéter de faire des efforts ou d'essayer de m'entendre avec Mme Holloway. 2 jours sont passés lentement au CDI, durant lesquels j'ai pu rattraper tout mon travail et même prendre de l'avance. D'autres élèves me lançaient de temps en temps des regards curieux en venant bosser pendant leurs heures de libre, mais personne n'a posé de questions. Jeudi après-midi, maman m'a appelé dans son bureau où Cathy m'attendait déjà, un dossier ouvert devant elle. Elle m'a regardé en relevant la tête, l'air grave mais satisfait. Elle m'a annoncé que les corrections indépendantes étaient terminées. 2 profs d'anglais expérimentés avaient lu mes essais à l'aveugle, sans contexte, et mes notes cette fois frôlaient l'excellence. Chaque dissertation était notée A. L'une d'elles avait même laissé des commentaires bien détaillés, saluant mon analyse et mon style, l'autre soulignant la finesse de ma compréhension du sujet.
Cathy a déposé les copies devant maman en mettant en évidence le contraste avec les précédentes évaluations. Désormais, la partialité de Madame Holloway était prouvée, noir sur blanc. Maman a feuilleté les papiers en silence, longuement, puis elle a saisi son téléphone et demandé à son assistante d'organiser un entretien formel avec Madame Holloway pour le vendredi après-midi. Je suis retournée au CDI, mais impossible de me remettre vraiment dans ma lecture. Peu après, j'ai reçu un message de Nicolas. La rumeur circulait qu'il venait de se produire un événement important dans la classe de Madame Holloway. La plupart des élèves ne savaient pas exactement ce qu'il s'était passé, mais tout le monde en parlait déjà. Il ajoutait que plusieurs camarades étaient venus le voir, désireux d'aider s'ils le pouvaient, et prêts à témoigner de ce qu'ils avaient remarqué, si cela pouvait m'être utile. J'ai transmis son message à maman. Moins d'une heure plus tard, elle avait demandé à M. Henderson d'envoyer un mail à toute la classe d'anglais, expliquant que le collège ouvrait une enquête sur la conduite d'un enseignant et que ceux qui avaient été témoins d'incidents concernés pouvaient, s'ils le souhaitaient, remettre un témoignage écrit. Maman avait précisé que ces déclarations resteraient strictement confidentielles, utilisées uniquement à des fins administratives et qu'aucun élève ne serait sanctionné, quelle que soit sa décision. Dès lundi matin, 8 élèves avaient déjà rendu des témoignages circonstanciés. M. Henderson les a remis à maman dans une grosse pochette. Je suis restée assise là, pendant qu'elle les lisait tous à haute voix. Le premier venait d'une élève assise près de moi au fond de la classe. Elle racontait que Madame Holloway lançait régulièrement des remarques à voix basse en passant près de ma table, des allusions à mon sérieux ou à mon implication, et que cela la mettait mal à l'aise parce qu'il était évident pour elle que j'étais l'une des meilleures, et que ses commentaires n'avaient d'autre objectif que de me mettre mal à l'aise. Le deuxième témoignage, c'était celui de Nicolas. Il évoquait 3 situations précises où Madame Holloway m'avait interrompu brutalement pour donner la parole à Brooks, y compris alors que j'argumentais solidement, tandis que les interventions de Brooks étaient bien moins construites. Une troisième élève, qui était assise non loin de nous, racontait qu'ayant vu passer nos copies, elle constatait que mon travail était systématiquement meilleur que celui de Brooke, mais que mes notes étaient plus basses, ce qu'elle ne s'expliquait pas. Un autre témoignage pointait l'ambiance générale de favoritisme qui régnait en classe, expliquant que tout le monde avait remarqué que Madame Holloway privilégiait Brooke et se montrait injuste envers moi. Plusieurs élèves en avaient discuté entre eux, mais ne savaient pas comment faire remonter ce genre de comportement, faute de preuves tangibles. 2 autres témoignages évoquaient directement l'incident de la présentation de mi-semestre. Les 2 élèves assuraient que ma prestation surpassait nettement celle de Brooke, mais que les réactions de Madame Holloway avaient été complètement inverses. Ils disaient avoir été choqués qu'elle m'accuse soudainement de tricherie. L'un d'eux écrivait même que cette accusation tombait de nulle part et ne tenait pas debout, connaissant mon travail au fil du semestre. Tous ces récits confirmaient ce que j'avais ressenti. Ils apportaient une réelle consistance à la plainte officielle, démontrant qu'il ne s'agissait pas d'une impression isolée, ni d'une simple susceptibilité de ma part. D'autres avaient aussi constaté l'injustice. Le vendredi après-midi, Madame Holloway s'est présentée à l'entretien disciplinaire, accompagnée de son représentant syndical. Je n'étais pas là, mais maman m'a tout raconté. Dès son entrée, Madame Holloway a adopté une position défensive. Elle maintenait que mes résultats dans sa classe étaient plutôt moyens et qu'elle n'avait cherché, par ses remarques, qu'à me pousser à donner le meilleur. Selon elle, si je me plaignais aujourd'hui, c'était pour bénéficier d'un passe-droit sous prétexte que je suis la fille de l'approviseur. Elle essayait de tout présenter comme une banale histoire d'élève incapable d'assumer un certain niveau d'exigence, se servant de la position de sa mère pour se défiler. Maman l'a laissé aller au bout de son discours sans jamais l'interrompre, puis elle a ouvert calmement le dossier sur son bureau. Elle a commencé par les copies sur lesquelles 2 autres professeurs avaient apporté un regard objectif. À chaque fois, mon travail avait obtenu des A, soulignant l'écart criant avec la notation de Madame Holloway. Puis maman lui a demandé de justifier cette différence flagrante. Madame Holloway a bredouillé des explications confuses à base de méthodes pédagogiques différentes et de critères d'évaluation variables. Ensuite, maman est passée aux témoignages d'élèves, citant des extraits à voix haute. Le favoritisme envers Brooke, les humiliations répétées à mon encontre, la disparité des notes, le malaise général ressenti par la classe, tout y est passé. Elle lui a mis sous les yeux les déclarations concernant la fameuse accusation de plagiat, toutes concordantes sur le fait qu'elle avait prononcé ces mots sans l'ombre d'une preuve, affirmant même que je n'avais pas ma place dans sa classe. Face à cet amoncellement de preuves, la défense de Madame Holloway s'est effondrée. Elle s'est décomposée et n'a plus trouvé d'arguments. Le représentant syndical s'est penché vers elle et, à voix basse, lui a conseillé de reconnaître ses torts, compte tenu du dossier accablant, plutôt que de nier l'évidence et d'envenimer la situation. Et là, Madame Holloway a complètement craqué, fondant en larmes et confessant qu'elle s'était sentie menacée par mes résultats. Elle a expliqué qu'en m'ayant en classe, Brooke paraissait moins brillante en comparaison, qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais qu'elle n'avait pu s'empêcher d'essayer de protéger sa fille et de lui assurer la reconnaissance. Elle a admis que son comportement était déplacé, tout en cherchant à minimiser les faits en parlant d'un simple manque de discernement plutôt que de harcèlement intentionnel. Elle a assuré qu'elle n'avait jamais voulu me blesser et qu'elle ne cherchait qu'à aider sa fille à réussir. Maman est restée impassible, mais je devinais sa colère. Elle lui a déclaré que Madame Holloway serait immédiatement placée en congé administratif, le temps pour le rectorat d'étudier le dossier et de statuer sur les suites.
Cathy reprendrait la classe d'anglais avancée jusqu'à la fin du semestre et toutes mes notes seraient réévaluées en se basant uniquement sur les corrections objectives. Sur le visage de Madame Holloway, on lisait clairement qu'elle avait saisi toute la portée de la situation. Son avenir dans l'établissement venait de s'achever. Le lendemain, Brooke m'a retrouvée dans le couloir entre deux cours. Les yeux bouffis et rouges à force d'avoir pleuré, elle s'est arrêtée devant moi. « Je voulais te présenter mes excuses », m'a-t-elle dit. « Je suis désolée d'avoir profité du favoritisme de ma mère. » Elle a reconnu qu'au fond d'elle, elle savait bien qu'il y avait quelque chose de malsain dans tous ses compliments et ses félicitations automatiques. Je savais pertinemment que tu étais bien meilleur que moi en anglais, mais à force, j'ai fini par croire que ce que je recevais, je le méritais, tout simplement parce que ça faisait du bien d'être enfin la meilleure quelque part. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a évoqué les conséquences des choix de sa mère. Maintenant, tout le monde va penser que mes bonnes notes ne sont dues qu'au favoritisme, et plus personne ne me verra comme quelqu'un de vraiment doué ou compétent. Je lui ai répondu que je ne lui en voulais pas pour ce que sa mère avait fait. Tu n'as jamais demandé à être avantagée. Tu n'avais aucun contrôle sur ses décisions. On a eu une discussion un peu maladroite, mais sincère, sur tout ce que cette histoire nous avait coûté, différemment certes, mais à toutes les deux. J'avais perdu confiance en mon travail, et je m'étais sentie injustement remise en cause, tandis qu'elle, désormais, ne savait même plus si ses réussites étaient légitimes. Finalement, aucune de nous n'avait vraiment trouvé ce qu'elle cherchait dans ce cours. Le lundi matin, Cathy s'est présentée devant la classe d'AP anglais en tant que nouvelle enseignante. Elle a mentionné qu'il y avait eu des soucis nécessitant l'intervention de l'administration, mais sans entrer dans les détails, ni citer de nom. Elle a mis les choses au clair. Dorénavant, tout le monde serait traité équitablement et les notes seraient attribuées de façon objective. Mon rôle est de vous aider tous à progresser, sans favoritisme ni parti pris. Ce discours a soulagé tout le monde. On sentait un vrai besoin de repartir à zéro, même si l'atmosphère est restée tendue les premiers jours. Chacun surveillait ses paroles et son attitude. Personne ne voulait donner l'impression de prendre parti ou de lancer des rumeurs. Peu à peu, le climat s'est détendu à mesure que Cathy s'est montrée juste et attentive avec chacun. En fin de semaine, les notes corrigées ont été affichées et mon bulletin officiel faisait apparaître un niveau A, régulier sur tout le semestre. Toutes les copies évaluées à la baisse par Madame Holloway avaient été relues et notées avec justesse. Voir enfin mon travail reconnu officiellement m'a vraiment soulagée. Après toutes ces semaines passées à douter de moi. Plusieurs professeurs et membres de l'équipe sont venus discrètement me dire qu'ils étaient contents que la situation ait été reprise en main. Ils avaient bien perçu mon mal-être ces derniers mois, sans en comprendre la cause, et maintenant, tout s'éclairait. Leur soutien m'a fait plus chaud au cœur que je ne l'aurais cru. La réunion du conseil d'administration a eu lieu un jeudi après-midi, 3 semaines après la mise à pied de Madame Holloway. Maman m'avait précisé que le conseil étudierait l'ensemble du dossier avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Brittany Holloway a dû quitter la salle le temps d'aborder le cas de sa fille, pour éviter tout conflit d'intérêts. Les membres restants ont passé 2 heures à tout reprendre. Copies réévaluées, témoignages d'élèves, analyse des propos et examen minutieux des notes attribuées par Madame Holloway. Maman a proposé de la licencier, invoquant un comportement contraire à l'éthique et un abus d'autorité, et le vote a été unanime. Son contrat ne serait pas renouvelé à la fin du semestre, et elle était désormais persona non grata sur le campus, quelle qu'en soit la raison. Ce soir-là, maman m'a appelée pour m'annoncer la décision. Elle avait l'air épuisée, mais satisfaite. Elle m'a expliqué que le conseil avait pris la situation très au sérieux et convenu que Madame Holloway avait réellement dépassé les bornes du professionnalisme. J'ai ressenti un immense soulagement, sachant que c'était enfin réglé, de façon officielle. Le lendemain, Dawn Holloway m'a abordée à la sortie des cours. Elle enseigne la chimie dans le bâtiment des sciences. Je la connaissais de vue, mais nous n'avions jamais échangé. On lisait son malaise. Elle avait le visage rougi et triturait nerveusement ses clés de voiture. Elle tenait à s'excuser pour le comportement de sa sœur. Au début, par loyauté familiale, elle avait voulu la défendre, persuadée qu'il devait y avoir une erreur ou une exagération, jusqu'à ce qu'elle prenne connaissance des preuves. Témoignages d'élèves, copies corrigées. Impossible, d'après elle, de nier les faits. Sa voix s'est brisée quand elle m'a dit à quel point elle était mal à l'aise et déçue par tout ça. Je lui ai répondu que j'appréciais sincèrement sa démarche et que je ne lui en voulais pas pour les choix de sa sœur. Elle m'a remerciée pour ma compréhension et m'a dit qu'elle espérait que cette épreuve n'aurait pas raison de mon envie d'apprendre. Nous avons encore échangé quelques minutes, puis elle est retournée à sa salle de classe. Cette conversation m'a fait du bien. Aller vers moi lui demandait du courage, vu le contexte. Le soir même, maman et moi sommes allés dîner dans notre petit resto italien préféré du centre-ville. On s'est installé dans une banquette tranquille, on a commandé des pâtes et elle a voulu savoir comment je me sentais après tout ce qui était arrivé. Je lui ai répondu franchement que oui, j'étais soulagée, mais aussi complètement vidée par toute cette histoire. Elle a reconnu qu'elle avait eu beaucoup de mal à rester en retrait en tant que mère, mais qu'en tant que principale, elle était forcée de respecter la procédure. Elle m'a confié que tout son instinct maternel lui criait d'intervenir tout de suite, mais qu'elle ne pouvait pas se permettre de mettre en péril le fonctionnement du système pour moi. Elle a donc fait confiance au processus, même si ça voulait dire me voir souffrir plus longtemps qu'elle
qu'elle ne l'aurait voulu. Je lui ai alors serré la main et je lui ai dit à quel point j'étais fière de l'avoir affronté tout ça avec autant de professionnalisme. J'ai ajouté que ça montrait bien que le système pouvait fonctionner à condition de respecter les règles et que c'était finalement plus important qu'une vengeance expéditive. Elle m'a souri en disant qu'elle était fière de la façon dont j'avais traversé cette période difficile. Le reste du dîner, on l'a passé à discuter de choses plus légères, à plaisanter sur tout et n'importe quoi, et ça m'a fait un bien fou de retrouver cette complicité avec ma mère, sans la lourdeur des soucis scolaires qui pesaient sur nous ces derniers temps. Anastasia Waters, la conseillère d'orientation, a pris l'habitude de prendre régulièrement de mes nouvelles après le conseil, sur la demande de ma mère qui voulait qu'on veille à ce que je me réadapte sur les plans scolaires et émotionnels. Tous les lundis, je la retrouvais pendant mon heure libre dans son bureau. Elle m'aidait à démêler la colère et la peine liée au fait d'avoir été rabaissée en permanence par une prof qui représentait pourtant l'autorité. On a beaucoup parlé de ce que ça fait d'être constamment critiqué, que ses capacités soient sans cesse remises en cause. Elle m'a expliqué que le comportement de Madame Holloway n'avait rien à voir avec mes valeurs ou mes compétences réelles. Elle m'a dit qu'il arrive souvent que les abus d'autorité visent les élèves qui, d'une manière ou d'une autre, sont perçus comme une menace. C'est parce que j'avais de bons résultats que la fille de Madame Holloway paraissait, à ses yeux, moins performante en comparaison, mais ça relevait de sa mère, pas de moi. On a donc travaillé à rebâtir ma confiance après des semaines où l'on m'avait fait croire que je n'étais pas à la hauteur. Anastasia m'a proposé des exercices pour distinguer l'avis partial de Madame Holloway de la réalité, en dressant, entre autres, un inventaire de mes compétences réelles grâce au retour de mes profs et à mes résultats. Voir noir sur blanc ce dont j'étais capable m'a permis de prendre conscience à quel point le traitement de Madame Holloway avait brouillé l'image que j'avais de moi-même. Ces entretiens m'ont vraiment permis de me réconcilier avec moi-même et d'envisager différemment la suite de ma scolarité. De son côté, Cathy Marshall s'est révélée une prof remarquable, toujours juste dans ses appréciations et n'accordant des notes qu'en fonction du travail fourni. Un mercredi matin, elle nous a rendu nos dernières copies et pris le temps d'expliquer à toute la classe ses critères de notation, détaillant la différence entre une analyse solide et une analyse plus faible, en citant des extraits concrets, mais sans jamais dénoncer les élèves. Quand elle m'a remis mon devoir, j'ai trouvé des commentaires précis dans la marge. Elle soulignait ce qui rendait mon argumentation convaincante et ce qui pouvait encore être travaillé. J'ai eu un A, et elle a pris mon analyse en exemple d'une bonne structure de thèse pour illustrer son propos ce jour-là. Pour la première fois, j'ai ressenti de la fierté sans devoir me méfier de l'appréciation qu'on me faisait. La différence était flagrante entre une vraie reconnaissance et du favoritisme déplacé. Les retours de Cathy me donnaient envie d'avancer, de progresser, alors que ceux de Madame Holloway me poussaient simplement à douter de moi et à vouloir tout laisser tomber. J'ai vraiment réalisé à quel point ce traitement m'avait abîmé et avait ébranlé ma confiance en mes capacités réelles. Nicolas et moi, après tout ça, on est devenus plus proches. Il venait s'installer à ma table à midi et on reparlait souvent de tout ce qui s'était passé. Il n'arrêtait pas de s'en vouloir de n'avoir rien dit plus tôt alors qu'il avait vu l'injustice. Je lui ai expliqué que je comprenais son silence. Il faut du courage pour s'opposer à l'autorité d'un professeur et c'est plus risqué qu'on le croit. Il m'a dit que le simple fait de m'avoir vu défendre mes droits lui avait ouvert les yeux sur ce que ça signifie de lutter pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. On a alors commencé à réviser ensemble pour les examens AP qui approchaient. Il m'a aidé à préparer cette fameuse grosse présentation qui, justement, avait tout déclenché avec Madame Holloway. On répétait à la bibliothèque après les cours, il me conseillait sur la présentation comme sur le fond. Savoir qu'il avait été témoin de toute l'histoire et qu'il confirmait ma version calmait ce doute qui me rongeait. Il me répétait que toute la classe avait vu ce qui se jouait avec Madame Holloway et qu'il était évident que je ne méritais pas ce que j'avais subi. Son soutien m'a vraiment aidé à moins me sentir seule face à tout ça. J'ai été transférée dans une autre section d'anglais AP avec un nouveau prof au début de la période de notation suivante, et un après-midi, je l'ai vu discuter avec la conseillère d'orientation au sujet de son changement d'emploi du temps. Elle avait l'air soulagée, et on s'est croisés dans le couloir quelques jours plus tard. Elle m'a expliqué qu'elle avait besoin de repartir à zéro, sans avoir l'impression de vivre constamment dans l'ombre de sa mère et de ses actes. Tous les élèves de l'ancienne section étaient au courant de ce qui s'était passé, et elle vivait très mal ce sentiment d'être jugée en permanence. Elle voulait se construire une identité propre, loin de tout ce favoritisme dont elle avait bénéficié, et j'ai compris son choix. Je lui ai dit que je respectais sa démarche. Elle m'a remercié de ne pas lui en vouloir. On n'est pas amis, et on ne le sera sûrement jamais. Mais on se salue d'un signe de tête quand on se croise, sans rancune. On a souffert chacune à notre manière des décisions de sa mère. Elle y a laissé sa crédibilité, et moi ma confiance. Aucune de nous n'a choisi de vivre ça, mais on doit bien en supporter les conséquences l'une comme l'autre. Un après-midi, la prof remplaçante qui avait pris la classe en charge lors de la confrontation m'a abordée sur le parking. Elle m'a confié qu'elle repensait souvent à ce jour-là et voulait me dire quelque chose. J'ai été impressionnée par la maturité avec laquelle tu as géré la situation et par le fait que tu sois passé par les bons canaux, m'a-t-elle dit. Elle a ajouté que beaucoup d'élèves auraient soit encaissé en silence, soit explosé de manière inappropriée. Certains auraient crié après Madame Holloway, d'autres auraient tout simplement accepté ces injustices sans rien dire. Pour elle, mon attitude démontrait un vrai sens du caractère et une véritable force d'esprit. Tu as sollicité de l'aide comme il fallait, tu as laissé le système fonctionner comme il doit le faire. Ces paroles m'ont rendue fière d'avoir choisi de traverser cette épreuve de cette façon, et non honteuse des événements.
Je l'ai remerciée d'avoir été là ce jour-là, d'avoir accepté de témoigner. Elle m'a répondu avec un sourire qu'elle était heureuse d'avoir pu aider. « Continue à avoir du courage et à te défendre », m'a-t-elle lancé alors que je quittais le parking. Depuis ce qui m'est arrivé, maman a instauré de nouvelles règles dans l'établissement, tirant enseignement de mon expérience. Elle en a informé l'ensemble du corps enseignant lors d'une réunion avant d'envoyer un courriel explicatif à tous les parents. Désormais, les chefs de département procèdent à des contrôles inopinés, des notes attribuées par les professeurs pour s'assurer qu'elles correspondent bien au travail fourni par les élèves. Ils sélectionnent des copies au hasard dans différentes classes, puis les font corriger à l'aveugle par d'autres enseignants pour garantir l'impartialité de l'évaluation. Ce système permet de déceler plus rapidement d'éventuels partis pris avant que la situation ne s'envenime. Maman a également mis en place un dispositif d'alerte anonyme afin que les élèves puissent signaler un traitement injuste sans craindre de représailles. Chacun peut transmettre en toute confidentialité son signalement via une plateforme sécurisée qui ne conserve aucune donnée permettant l'identification. À la vie scolaire, toutes les alertes sont étudiées et, dès qu'un problème récurrent se dessine, une enquête est déclenchée. Toutes ces mesures découlent directement de ce que j'ai traversé. Maman voulait faire en sorte qu'aucun élève ne subisse pareille injustice sans qu'un adulte intervienne rapidement. J'ai ressenti une fierté sincère à l'idée que quelque chose de positif puisse émerger d'une expérience aussi difficile. Si mon histoire peut éviter à d'autres de vivre la même chose à l'avenir, alors tout ceci aura servi à quelque chose. Malgré tout ce qui s'est passé avec Madame Holloway, mes résultats sont restés excellents dans toutes les autres matières durant le semestre. En histoire, mon exposé sur le mouvement des droits civiques m'a valu un A et les félicitations de ma professeure. En maths, mon professeur a salué ma rigueur et mon raisonnement face aux problèmes. En biologie, mon rapport de TP a même servi d'exemple de rédaction scientifique. Toutes ces réactions positives m'ont apporté la preuve que mes compétences n'avaient jamais été en cause, contrairement à ce qu'affirmait Madame Holloway. Mes professeurs d'histoire et de maths ont accepté d'écrire des lettres de recommandation pour soutenir mes candidatures à l'université. Ils y ont souligné ma résilience et mon intégrité pendant cette période compliquée. Tu as su gérer une situation grave avec maturité, en empruntant les voies appropriées sans jamais perdre ton sang-froid, ni réagir de façon disproportionnée, m'ont-ils écrit. Le soutien du reste de l'équipe pédagogique a vraiment permis d'atténuer l'impact des accusations de Madame Holloway sur ma réputation. J'avais la preuve tangible que plusieurs enseignants reconnaissaient ma valeur et mon engagement. L'avis partial de Madame Holloway ne faisait absolument pas le poids face à la réalité de mon parcours. 3 semaines se sont écoulées depuis son départ définitif. Ce lundi matin, Cathy s'est installée devant le tableau et a demandé qui aimerait refaire son exposé de mi-semestre pour obtenir une vraie évaluation. Sans réfléchir, ma main s'est levée toute seule. Elle m'a adressé un sourire complice. « Prépare-toi pour mercredi ». J'ai donc consacré ma soirée du mardi à peaufiner mon analyse, la même que Madame Holloway avait injustement accusée de plagiat et sanctionnée d'un 0. Je me suis entraînée devant mon miroir, jusqu'à ce que les mots me viennent naturellement. Le mercredi, j'ai pris place devant la classe, mes notes en main, même si je n'en avais pas vraiment besoin. Leur présence me rassurait tout de même. Dès que j'ai commencé à parler, le silence s'est installé. Je regardais tour à tour mes camarades pendant que j'expliquais les symboles et les thèmes du roman, en m'appuyant sur des citations précises pour illustrer mon propos. Je me sentais posée quand j'ai fait le lien entre les procédés de l'auteur et le message général de l'œuvre. Personne n'est intervenu, personne n'a lancé d'accusation. Lorsque j'ai terminé, j'ai cherché le regard de Cathy qui notait sur sa grille d'évaluation. Elle a relevé la tête. L'analyse que tu viens de faire correspond parfaitement à ce qu'on attend d'une élève d'AP anglais. Elle a mis en avant ma compréhension fine des procédés littéraires et leur exploitation dans l'analyse du texte. Puis elle a écrit un A en me le montrant. La reconnaissance pour mon travail m'a envahi d'un seul coup. C'était la note que j'aurais dû avoir 3 semaines plus tôt, la preuve réelle de mon mérite. De retour à ma place, plusieurs de mes camarades m'ont adressé un sourire ou un petit signe d'encouragement. Nicolas s'est approché et m'a glissé à l'oreille. « Ton exposé était vraiment top ». Je lui ai souri en le remerciant, porté par une légèreté que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. À la fin du cours, 3 élèves sont venus à ma rencontre dans le couloir. 2 filles du groupe de discussion et un garçon assis habituellement au fond de la salle. L'une d'elles s'est excusée de ne pas avoir réagi quand Madame Holloway m'avait accusée à tort. J'ai eu envie d'intervenir, mais j'avais peur de devenir la cible à mon tour, a-t-elle reconnu. L'autre a opiné du chef, partageant complètement ce sentiment. Le garçon a avoué qu'il avait bien vu que la notation était injuste, mais ne savait pas comment contester les décisions d'un professeur, surtout sans preuve. Je leur ai dit que je comprenais parfaitement leurs réserves. Affronter seule cette situation n'avait pas été simple. Les profs ont énormément d'influence sur les notes et les recommandations. Alors prendre la parole, ce n'est pas rien, leur ai-je expliqué. Mais j'ai aussi insisté sur l'importance de ne pas laisser l'injustice passer sous silence. Le silence des témoins, c'est ce qui permet aux abus de perdurer, ai-je ajouté. Ils m'ont tous promis qu'à l'avenir, ils feraient tout pour être plus courageux. Nous avons encore discuté quelques minutes de l'ambiance en classe depuis que Cathy enseigne. Ils semblaient soulagés d'avoir pu s'expliquer, et moi-même, j'étais enfin apaisée de voir qu'ils avaient compris. Ce jeudi après-midi, maman m'a appelée dans son bureau après les cours. Elle a fermé la porte, puis m'a expliqué que le district s'appuyait désormais sur mon histoire pour former les enseignants. L'équipe dédiée au développement professionnel avait préparé une présentation sur la reconnaissance des préjugés et la conduite attendue de la part des professeurs. Elle m'a montré les diapositives sur son ordinateur. Aucune information ne permettait de m'identifier personnellement.
La présentation décrivait simplement le cas d'un enseignant favorisant son propre enfant au détriment d'un autre élève brillant, en insistant sur les signaux d'alerte à surveiller et la procédure à suivre pour signaler de tels comportements inacceptables. Ma mère m'a expliqué que des responsables de 3 autres établissements du secteur allaient assister à cette présentation lors de leur prochaine formation, et que mon histoire servait d'exemple concret pour illustrer à quel point les liens personnels peuvent fausser le jugement professionnel. J'avais de quoi être fière en pensant que mon expérience pourrait éviter à d'autres élèves de vivre la même chose. Elle a ajouté que le district voulait s'assurer que tous les enseignants prennent vraiment conscience des conséquences du favoritisme et des préjugés. Elle m'a remercié une fois de plus d'avoir eu le courage de témoigner, même si cela m'avait coûté. Je lui ai répondu que j'étais contente que toute cette affaire puisse mener à quelque chose de constructif. Dès le mois de novembre, j'ai commencé à préparer mes lettres de motivation pour les universités, l'un des sujets demandant de raconter comment on avait surmonté un défi important. J'ai choisi d'écrire sur ce que j'avais vécu avec Madame Holloway, en insistant sur l'importance de savoir demander de l'aide et la nécessité de défendre ses propres droits, car ce n'est pas un signe de faiblesse. J'expliquais qu'au début, j'avais voulu affronter la situation seule, de peur d'être traitée différemment, et que le déclic avait été de comprendre qu'encaisser sans rien dire n'est pas du courage, surtout face à un abus d'autorité. J'ai évoqué l'appel à ma mère et les démarches que nous avions entreprises pour faire respecter la justice. Mon essai s'achevait sur l'importance de s'exprimer et d'avoir confiance dans les dispositifs censés protéger les élèves. Mon professeur d'anglais a lu la première version et a trouvé mon témoignage percutant et sincère. Ma mère l'a lu aussi, bouleversée jusqu'aux larmes, et m'a confié que selon elle, mon texte révélait une vraie maturité et une grande clairvoyance sur moi-même. J'ai envoyé cet essai à 5 universités, et 3 mois plus tard, au moment des entretiens d'admission, plusieurs conseillers m'ont dit que ma lettre les avait interpellés. L'un d'eux a souligné une maturité rare pour mon âge, un autre a relevé l'honnêteté et le recul que j'avais su prendre pour parler de mon parcours et de mon évolution. Avoir transformé cette expérience difficile en levier pour grandir m'a permis de retrouver confiance en moi. Madame Holloway avait voulu me priver de quelque chose, mais en décembre, Cathy nous a confié un devoir de recherche important qui comptait pour 30% de la note finale du semestre. 15 pages d'analyse d'un roman contemporain selon plusieurs approches critiques. Je me suis lancée dans ce travail avec confiance, choisissant un roman sur l'immigration et l'identité. Pendant 2 semaines, j'ai épluché des articles, pris des notes et élaboré un plan mêlant analyse féministe, postcoloniale et psychologique. J'ai rédigé la première version pendant les vacances d'hiver et l'ai retravaillée à 3 reprises avant de la rendre. Délestée du stress provoqué par les remarques blessantes et les évaluations injustes, j'ai retrouvé le plaisir d'étudier et de décortiquer la littérature anglaise. Cette fois, travailler était excitant, pas angoissant. J'ai rendu mon devoir dans les temps, puis attendu les commentaires. 2 semaines plus tard, Cathy a rendu les copies, abondamment annotées. J'ai eu 98, la meilleure note de la classe. Elle a particulièrement salué la rigueur de mes recherches et la justesse de mes analyses, prenant le temps de souligner les passages consultés les plus pertinents. Ces retours détaillés montraient à qu'elle s'était vraiment intéressée à mon style et à ma démarche. Dès janvier, l'atelier de préparation à l'orientation post-bac réunissait tous les élèves de première qui envisagèrent la poursuite d'études. Par hasard, Brooke et moi nous sommes retrouvés dans le même groupe. La conseillère nous a répartis en équipe de 4 pour préparer ensemble un dossier de candidature fictif, essai, liste d'activités et lettres de recommandation à l'appui. Ce travail nécessitait une vraie coopération et des retours honnêtes sur ce que faisait chacun. Brooke et moi avons collaboré naturellement. Elle m'a donné de bons conseils pour mettre en valeur mes activités et je l'ai aidée à améliorer son texte sur le perfectionnisme. Elle montrait un beau potentiel, surtout dès qu'elle ne se comparait plus aux autres, ni ne bénéficiait d'un favoritisme indu. Je la voyais gagner en assurance, prendre ses distances avec l'influence maternelle. Nous avons bouclé le dossier et présenté notre projet à la conseillère. Après, Brooke m'a remercié pour mes suggestions, qui lui avaient vraiment servi. Je lui ai assuré qu'elle pouvait avoir confiance en elle. Son texte était très réussi. Même si nous ne serions sans doute jamais proches, nous avions trouvé un certain respect et une compréhension partagée de ce qui s'était passé. Un soir, pendant le dîner, maman m'a dit que Madame Holloway avait accepté un poste dans un autre district. Elle repartait à zéro, dans un endroit où sa réputation n'était pas entachée. De nouvelles formations et des évaluations régulières faisaient partie du contrat. Maman disait que le district voulait lui laisser une vraie chance de tirer des leçons de ses erreurs, à condition d'agir de bonne foi. Pour ma part, j'aurais préféré qu'elle n'ait plus jamais l'occasion d'enseigner. Je ne pensais pas qu'elle méritait de risquer de nuire à d'autres élèves. Mais maman était convaincue que chacun a droit à une seconde chance s'il se remet en question. Elle croyait au pardon et au changement lorsque la volonté est réelle. J'étais loin d'en être là. Avec la blessure et l'humiliation encore présentes, je savais que je ne pourrais pas pardonner si facilement, mais je respectais malgré tout sa façon de voir les choses. L'épreuve du bac blanc d'anglais approchait en mai. Pour une fois, je me sentais sereine au lieu d'appréhender une injustice ou des représailles. Grâce à Cathy, qui avait comblé les lacunes laissées par Madame Holloway et ses partis pris, j'avais consolidé mes connaissances tout au long de l'année. On avait revu ensemble tout le vocabulaire, affiné la méthodologie de dissertation et analysé de nombreux textes d'entraînement. Cathy organisait des séances de révision après les cours, ouvertes à tous ceux qui voulaient approfondir, et je n'en ai raté aucune. Je planchais sur des sujets d'examen pour m'entraîner sérieusement. Cette préparation était aussi exigeante que bienveillante, et le jour de l'examen,
C'est pleine d'assurance que je suis entrée dans la salle, vraiment reconnaissante d'avoir eu des professeurs qui m'avaient permis d'avancer. L'épreuve a duré 3 heures, alternant entre QCM et dissertation. À chaque étape, je terminais satisfaite de mes réponses et de mes analyses, avec la certitude d'avoir tout donné. Les corrections extérieures viendraient attester objectivement de mon niveau, sans que rien ne puisse être influencé par des préférences ou jugements personnels. Pour fêter la fin de l'examen, Nicolas et moi nous sommes installés dans le petit salon près du lycée, un pot de glace à la main, savourant le soleil de mai en terrasse, soulagé d'en avoir fini. Il m'a confié qu'avoir vu la façon dont j'avais fait face à Madame O'Holloway lui avait donné l'impulsion pour tenir tête à son propre père, qui voulait le forcer à postuler uniquement dans certaines écoles d'ingénieurs. Mais Nicolas, lui, rêvait d'études en sciences de l'environnement dans un établissement où l'on pouvait vraiment partir sur le terrain faire de la recherche. Il m'a dit « C'est en te voyant défendre tes droits que j'ai compris qu'on peut respecter l'autorité sans pour autant accepter de se faire marcher dessus. » Il a fini par expliquer à son père qu'il candidaterait là où il le souhaitait, quoi qu'il en pense, et malgré plusieurs discussions difficiles, il n'a pas cédé. Il m'a aussi dit que parfois, il faut savoir s'opposer à une injustice, même si ça fait peur. J'étais fière de voir que mon expérience lui avait donné la force de suivre la sienne. On a terminé notre glace, puis, en marchant vers le lycée, on a discuté de nos projets pour la suite et des jobs d'été à venir. En juillet, les résultats des AP sont tombés sur le site du College Board. J'ai consulté mes notes dès l'aube, la boule au ventre, avant de voir s'afficher un 5 à l'écran, la meilleure note possible. J'ai regardé ce chiffre, sidéré, le temps de réaliser que cette évaluation extérieure confirmait enfin ce que je savais déjà de mes capacités. Les notes de Madame O'Holloway ne reflétaient que ses préjugés, pas mon vrai niveau. Et cette fois-ci, j'avais une preuve incontestable. J'ai immortalisé la page avec une capture d'écran et l'ai envoyée à maman, qui m'a aussitôt appelée pour me féliciter. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais douté de moi, même si elle comprenait à quel point cette reconnaissance officielle comptait. J'ai imprimé le relevé et, avec un cadre noir tout simple acheté en magasin, je l'ai accroché au mur de ma chambre, près du bureau. Et chaque fois que je lève les yeux, je me rappelle qu'on doit faire confiance à sa propre évaluation de soi, peu importe ce que les autres pensent. Cette note, pour moi, c'est la preuve que la vérité et le mérite finissent toujours par éclater, même lorsque certains s'acharnent à les nier ou les cacher. Cet après-midi-là, maman est venue me chercher au lycée. J'avais mon relevé en main et elle nous a emmenés dans ce restaurant italien qu'elle voulait tester depuis longtemps. Nous avons choisi une table près de la fenêtre, baignée de lumière, et commandé des pâtes et du pain à l'ail. Elle a levé son verre pour me dire qu'elle était fière de moi, non seulement pour la note, mais pour tout ce que j'avais affronté. Elle a ajouté que m'accompagner pendant ce semestre lui avait beaucoup appris, sur son rôle de mère autant que sur celui de principale. Elle m'a avoué que tout en elle aurait voulu intervenir tout de suite en me voyant souffrir, mais qu'en respectant les procédures, elle avait constaté que les systèmes pouvaient vraiment fonctionner si on les mobilisait comme il faut. Le dispositif d'alerte anonyme et la mise en place d'audits pour vérifier les notes découlaient directement de cette prise de conscience, pour détecter plus vite les problèmes. On a trinqué, d'accord sur le fait qu'on avait traversé une épreuve difficile, mais qu'on en sortait changé, plus forte. La rentrée en terminale est arrivée et j'ai retrouvé la salle de littérature AP avec une nouvelle prof qui ignorait tout de mon histoire de l'an passé. Mon emploi du temps m'offrait 3 autres cours AP, mais j'étais prête. Lorsque la prof a demandé qui voulait analyser un extrait, j'ai levé la main sans hésiter, sans cette angoisse d'être coupée. J'ai exposé mon analyse et elle a simplement acquiescé. C'est une excellente remarque. Durant le débat, je suis intervenue plusieurs fois, sans jamais être interrompue ni remise à ma place. En sortant du cours, j'ai réalisé que je ne m'étais pas une seule fois remise en doute, 50 minutes durant. L'automne précédent me paraissait remonter à une autre époque. 2 semaines après la rentrée, Cathy m'a abordé dans le couloir. « Ça t'intéresserait de donner un coup de main en anglais à quelques plus jeunes en difficulté ?» Elle m'a dit « Tes dissertations montrent que tu comprends tout et que tu sais expliquer clairement. » J'ai donc commencé à accompagner 3 élèves de seconde, 2 fois par semaine à la bibliothèque. Une fille n'arrivait pas à structurer sa problématique, alors je lui ai montré ma technique. Un autre n'en finissait pas de confondre les figures de style, alors je lui ai préparé des fiches pour y voir plus clair. Les voir progresser et gagner confiance m'a vraiment fait mesurer tout le chemin parcouru. Travailler avec eux m'a même donné envie, un jour, de transmettre à mon tour. Pas du tout comme Mme O'Holloway, évidemment, mais l'idée d'aider les autres à surmonter ce qu'ils trouvaient difficile me procurait une vraie satisfaction. Un soir, en rejoignant ma voiture après le tutorat, j'ai aperçu Dawn sur le parking des profs, en train de charger des cartons dans son coffre. Elle m'a fait signe, a pris de mes nouvelles, et m'a demandé comment se passait la terminale. Je lui ai répondu que tout allait bien, et j'ai renvoyé gentiment la question. Elle m'a expliqué que sa sœur avait trouvé un poste dans un établissement du département d'à côté et semblait aller mieux. Dawn ajouta que Madame O'Holloway avait commencé une thérapie pour comprendre ce qui l'avait poussée à agir de façon aussi peu professionnelle. Elle m'a remercié d'avoir suivi les démarches appropriées au lieu de vouloir détruire sa sœur. Puis elle m'a dit « Les conséquences sont graves, mais pas irréversibles, et elle a une chance de changer. » Je lui ai répondu que j'étais contente d'apprendre que Madame O'Holloway faisait des efforts pour aller de l'avant.
Je le pensais vraiment, même si je n'avais absolument pas envie de lui reparler. Quelques semaines plus tard, alors qu'on dînait tranquillement à la maison, maman a remis sur le tapis le dispositif de signalement anonyme. Elle m'a expliqué que les signalements de traitements injustes avaient nettement augmenté depuis sa mise en place, mais elle voyait ça comme un signe positif. On arrivait à résoudre les problèmes avant qu'ils ne prennent une ampleur démesurée. Elle m'a raconté 2 histoires d'enseignants accusés de favoritisme, repérés grâce à des audits de notes, et qui ont pu être réglés par du coaching et de la médiation, sans qu'il y ait besoin de sanctions officielles. Selon elle, l'ambiance au sein de l'établissement changeait. On avançait vers plus de responsabilités partagées, les profs savaient qu'on les surveillait, les élèves se sentaient libres de parler sans crainte. J'étais fière de me dire que, même si j'en avais bavé, mon expérience avait permis d'en aider d'autres. Quand la saison des candidatures pour la fac a redémarré en octobre, j'ai envoyé mes dossiers, forte de notes solides et de résultats qui reflétaient vraiment qui j'étais. Mes lettres de recommandation venaient de profs qui connaissaient mon sérieux et mon implication. Et dans mon essai, j'ai raconté comment j'avais appris à défendre ma place, sans rien cacher de ce qui m'était arrivé, mais sans non plus me poser en victime. J'expliquais comment j'avais choisi d'affronter l'injustice avec discernement, en demandant de l'aide et en empruntant les bons canaux, plutôt que de me lancer dans une vendetta. J'étais persuadée que les universités sauraient voir au-delà des jugements biaisés d'une seule personne et découvriraient ce dont j'étais vraiment capable. En novembre, Nicolas m'a écrit pour m'annoncer qu'il avait été accepté dans l'école de ses rêves pour étudier les sciences de l'environnement. Il m'a confié « Jamais je n'aurais osé postuler là-bas si je ne t'avais pas vu tenir tête à Madame Holloway. » Ça m'a donné la force de m'opposer à mon père. Son père rêvait qu'il intègre une école d'ingénieurs bien précise, mais Nicolas est resté fidèle à ce qu'il voulait vraiment. On s'est retrouvés autour d'un café pour fêter ça, et il m'a dit que notre amitié, pendant ce semestre éprouvant, lui avait appris qu'on était plus solide quand on s'entraide dans l'adversité. On s'est promis de rester en contact à la fac, de continuer à se soutenir quoi qu'il arrive. Plus tard, lors d'un événement du lycée en décembre, Brooke s'est approchée, visiblement fébrile mais ravie. Elle m'a appris qu'elle venait d'être acceptée dans un programme d'écriture créative ultra sélectif, dans une université dont je n'avais encore jamais entendu parler. Elle a reconnu que s'éloigner de l'emprise de sa mère lui avait permis de comprendre ce qui la passionnait vraiment. Tu sais, j'ai réalisé que je préférais écrire mes propres histoires plutôt que de disséquer celles des autres, m'a-t-elle lancé. Je lui ai répondu du fond du cœur que j'étais sincèrement content pour elle. Au fond, après avoir affronté des vérités inconfortables sur nous-mêmes et nos situations, chacun avait fini par trouver sa propre voie. En janvier, Cathy m'a convoquée dans son bureau pour me dire qu'elle avait rédigé une lettre de recommandation à mon intention, dans le cadre d'une bourse pour laquelle j'avais postulé bien plus tôt. Elle m'a montré le texte, où elle évoquait mes capacités scolaires et mon intégrité en période difficile. Elle insistait sur la façon dont j'avais géré une situation délicate avec maturité, en respectant les règles, sans chercher à me venger. Elle ajoutait que la qualité de mon travail parlait d'elle-même, mais que c'est dans la tempête que l'on voit vraiment qui sont les gens. Ce soutien m'a profondément touchée, reconnue, de façon juste et objective, par quelqu'un qui voyait qui j'étais. En mars, la liste des lauréats de la bourse est tombée. Mon nom y figurait. La remise avait lieu un samedi après-midi, dans l'auditorium du lycée Bondé. Quand mon tour est venu, je suis montée sur scène. Et ils ont lu des passages de ma dissertation sur l'autodéfense et le courage de ne pas plier face à une autorité injuste. Après la cérémonie, plusieurs parents sont venus me voir pour me confier que mon histoire les touchait, eux ou leurs enfants, confrontés eux aussi à des enseignants injustes. Une mère m'a remercié d'avoir osé m'exprimer. Grâce à cela, sa fille avait elle aussi eu le courage de signaler un problème dans sa classe. Prendre la parole publiquement m'a donné un sentiment de force, et non de honte. Ce que Madame Holloway avait voulu comme une humiliation, c'était, contre toute attente, muer en une étape vers le changement. Assise au 3e rang, maman cachait à peine son émotion sous sa casquette de proviseur. Quand on a cité mon nom et lu les extraits de mon essai sur l'affirmation de soi, je l'ai vu porter la main à la bouche, submergée. J'ai reçu mon diplôme, puis j'ai pris la parole pour expliquer d'une voix ferme combien il comptait de demander de l'aide, et que recourir aux procédures n'était pas une faiblesse. J'ai raconté comment j'avais su transformer une expérience difficile en quelque chose d'utile, qui protégerait d'autres élèves après moi. Une fois la cérémonie finie, j'ai retrouvé maman dans le couloir. Elle m'a serré fort contre elle et m'a glissé. Te voir transformer ce que Madame Holloway avait imaginé comme une humiliation en message d'espoir pour les autres, c'est ce dont je suis la plus fière, bien plus que n'importe quelle note. On est resté enlacés un moment, alors que les familles partaient vers la réception, et elle a ajouté « Affronter tout cela ensemble nous a vraiment rapprochés ». Elle a reconnu qu'elle avait tiré autant de moi, côté courage et intégrité, que j'avais appris d'elle sur la rigueur et le professionnalisme. Cette expérience aura été précieuse pour toutes les deux. Elle nous a appris à mieux communiquer, à nous faire confiance, et à voir la nuance entre protéger quelqu'un et lui permettre de se défendre. À la réception, d'autres parents sont venus me dire que mon témoignage avait trouvé un écho chez eux, ou bien donné à leurs enfants la force de s'exprimer sur ce qu'ils vivaient à l'école. Une mère est venue me remercier tout particulièrement, car après mon discours, sa fille avait osé signaler un problème de partialité en maths, ce qui avait permis d'agir à temps et d'éviter des mois d'injustice. Savoir que mon expérience douloureuse avait pu servir à d'autres donnait enfin un sens à tout ce que j'avais traversé. Les dernières semaines de terminale se sont évaporées en préparatifs pour la fac et devoirs de dernière minute. J'ai envoyé mon acompte à l'université de mon premier choix, une fac solide,
assez loin pour devenir autonome, mais pas trop pour pouvoir rentrer facilement le week-end. Mon relevé de notes témoignait d'une belle régularité dans toutes les matières, et mes résultats en anglais reflétaient enfin mon vrai niveau, après l'évaluation juste de Cathy. Les lettres de recommandation de mes professeurs décrivaient fidèlement mes compétences et mon intégrité, tandis que ma dissertation sur l'autodéfense liait toutes mes expériences en un récit honnête et cohérent. Je n'ai jamais cherché à cacher ce qui s'était passé avec Madame Holloway, ni à prétendre que ça ne m'avait pas affectée, mais je refusais aussi de me réduire au rôle de victime, déterminée par les erreurs d'autrui. Au contraire, j'expliquais comment, face à l'injustice, j'avais décidé d'agir avec maturité, en respectant les procédures, et ce que l'épreuve m'avait appris. Je partais à l'université sereine, sûre de ma préparation et sans le moindre doute sur la légitimité de ma réussite. La tentative de Madame Holloway de briser mon parcours avait tourné court, et je poursuivais ma route intègre et reconnue à ma juste valeur par ceux qui savaient juger objectivement. Puis est arrivé le jour de la remise des diplômes, un samedi matin de début juin, baigné de soleil. J'ai passé la toge et le chapeau avec les autres terminales, entourée de camarades que je connaissais depuis toujours. Nicolas m'a rejointe dans la foule, arborant ce grand sourire typique des moments partagés entre excitation et nervosité, à l'aube d'un nouveau départ. Nous avons pris place par ordre alphabétique et défilé dans l'auditorium bondé, au son de la fanfare. Maman, dans sa toge de proviseur, a ouvert la cérémonie, souhaité la bienvenue à toutes les familles, puis a lancé la remise des diplômes. Quand mon rang s'est levé, le cœur battant, fière et impatiente, j'ai entendu mon nom et la mention d'honneur. J'ai traversé la scène, concentrée pour ne pas m'emmêler dans la toge, et maman m'a remis mon diplôme. Nos regards se sont croisés, empreints de tout ce que nous avions enduré ensemble cette année. Ce moment représentait bien plus qu'une réussite scolaire. Il marquait la reconnaissance, la résilience et la croissance personnelle. Elle m'a serré la main, fière, avant de laisser la place à la suivante. Je suis retournée m'asseoir, mon diplôme en main, qui symbolisait 4 ans de travail, dont un semestre particulièrement éprouvant, qui n'avait pas eu raison de moi. Cet après-midi-là, mes parents ont organisé une fête à la maison. Le jardin s'est rempli de familles, d'amis et de plusieurs professeurs venus partager ce moment. Cathy est arrivée avec un présent soigneusement emballé et a tenu à me féliciter pour mon admission à la fac. Elle m'a entraînée à l'écart, sur le coin tranquille de la terrasse, et m'a dit qu'elle était convaincue que je réussirais brillamment, que cette année éprouvante m'avait armée pour affronter les obstacles à venir et défendre mes droits. Tu rencontreras certainement des enseignants exigeants et même des situations injustes à l'université, m'a-t-elle expliqué. Mais tu as déjà démontré que tu savais te défendre et rebondir. Sa confiance en moi sonnait vraie, méritée, loin des formules creuses. Elle connaissait la valeur de mon travail et ma façon d'être, une reconnaissance fondée, pas un simple élan de sympathie. Je l'ai remerciée sincèrement d'avoir su instaurer l'équité dans la classe quand j'en avais besoin. Je n'ai fait que mon travail, ce que tous les professeurs devraient faire, a-t-elle simplement répondu. Nous sommes retournés à la fête, heureuses d'avoir eu la chance de croiser des enseignants qui prennent leur rôle au sérieux. Nicolas m'a retrouvée près du buffet et m'a emmené prendre des photos avec notre groupe d'amis. Nous avons joué le jeu du lancer de coiffe et éclaté de rire devant le contraste entre la solennité de nos tenues et l'absurdité de la situation. On devrait écrire un guide de survie face aux profs injustes et l'intituler « Comment s'affirmer sans se faire virer », a plaisanté Nicolas. J'ai ri, mais j'étais avant tout reconnaissante d'avoir des amis prêts à soutenir et à s'engager, eux aussi, dans l'importance de s'exprimer. Nicolas a même confié qu'il avait failli rester en retrait, ne voulant pas s'impliquer dans un conflit élève-professeur. Mais te voir défendre tes droits m'a fait réfléchir à ma tendance à éviter la confrontation, même quand il y a injustice, a-t-il admis. Il ajouta que soutenir un ami en période difficile rendait plus fort, et que la vérité devait être dite, même si ce n'était pas confortable. Cette amitié née dans l'adversité ne s'arrêterait pas à la fin du lycée. Elle reposerait sur nos expériences partagées et notre respect mutuel. Nous nous sommes promis de garder le contact pendant nos études et de continuer à défendre nos convictions. 2 jours après la remise des diplômes, j'ai reçu une lettre du directeur académique du district. J'ai ouvert l'enveloppe officielle, m'attendant à un banal courrier administratif, mais j'y ai découvert un mot personnel qui me félicitait d'avoir géré l'affaire Holloway de façon exemplaire. « Faire remonter l'incident a demandé du courage », écrivait-il. Surtout compte tenu de votre lien avec la principale et des craintes sur les retombées. Faire le choix d'agir honnêtement, plutôt que de chercher à se venger ou de tout régler discrètement, avait permis l'adoption de politiques qui protégeraient dorénavant d'autres élèves. La lettre reconnaissait la difficulté et l'injustice de la situation, mais mettait en avant la maturité et l'intégrité dont j'avais fait preuve, ce qui rejaillissait positivement sur mon caractère. Cette reconnaissance officielle m'a confortée dans l'idée que j'avais pris la bonne direction, même si affronter les accusations injustes de Madame Holloway et encaisser des semaines de traitement inéquitable avait été éprouvant. J'ai montré la lettre à maman lors du dîner, et elle m'a confié que le directeur n'écrivait presque jamais de courrier personnel aux élèves. Le fait qu'il ait pris la peine de mettre en avant ton rôle dans l'évolution des politiques prouve bien que ton histoire aura des répercussions qui dépassent largement ta propre expérience, m'a-t-elle assuré.
L'été avait commencé et j'avais accepté un poste d'assistante pédagogique dans un programme d'enrichissement destiné aux collégiens du district. L'objectif, c'était d'aider les plus jeunes à progresser en expression écrite grâce à des exercices inventifs et des retours adaptés. Je passais mes matinées avec de petits groupes d'élèves qui peinaient à structurer leurs idées ou redoutaient d'être jugés. Cette expérience a relancé mon envie d'enseigner et d'apprendre, tout en me révélant la meilleure façon d'accompagner et de valoriser chaque élève. J'avais sciemment opté pour une attitude bienveillante, celle même dont j'aurais aimé bénéficier avec Madame Holloway. Apporter des remarques concrètes pour encourager chacun, sans jamais égratigner l'estime de soi. Quand une élève réservée m'a tendu un texte qu'elle n'osait presque pas montrer, j'ai d'abord souligné ce qu'elle avait réussi, avant de lui proposer, avec tact, quelques pistes pour aller plus loin. J'ai vu son visage s'illuminer de fierté et de soulagement, et ça m'a rappelé combien, moi aussi, j'avais eu besoin de retours équilibrés durant les mois passés chez Madame Holloway. Être au contact des plus jeunes m'a permis de transformer mes souvenirs douloureux en quelque chose de constructif. Je ne pouvais pas revenir en arrière, ni effacer ce que j'avais vécu, mais je pouvais veiller à ce que personne d'autre ne traverse la même épreuve. 3 semaines avant mon départ à l'université, maman et moi avons déjeuné dans notre café habituel. Assises à notre table préférée face à la rue, on a reparlé de l'affaire Holloway, de tout ce que ça avait changé dans notre relation et dans notre façon d'avancer. Maman a reconnu qu'elle avait appris à repérer plus vite les situations problématiques et à soutenir les élèves victimes d'injustice. Les nouvelles règles qu'elle avait fait adopter à son travail venaient directement des failles qui avaient permis à ma situation de s'enliser si longtemps. Te voir souffrir en silence m'a fait comprendre à quel point les élèves ont besoin de lieux d'expression sûrs et que les adultes doivent rester vigilants au moindre signe de partialité au lieu d'attendre une plainte explicite, avait-elle ajouté. Je lui ai confié que, de mon côté, j'avais compris qu'il était plus sage de demander de l'aide que d'essayer de tout affronter seule. J'ai voulu tout porter toute seule, pensant que c'était ça, l'indépendance. Mais en réalité, la vraie force, c'est de savoir reconnaître quand il faut accepter la main tendue avant d'être submergé. Cela nous avait rapprochés, au fil de discussions franches, même sur les sujets les plus épineux. À la fin du déjeuner, maman a payé et nous sommes repartis vers la voiture, prêtes pour la suite, que ce soit simple ou non. La dernière semaine avant l'université est passée en coup de vent, entre cartons empilés et tri de tout ce que j'avais accumulé toutes ces années. Ma chambre perdait doucement son âme alors que je choisissais quoi emporter ou non. Je préparais mes valises avec un enthousiasme tout neuf pour la vie étudiante et une confiance inédite dans ma capacité à surmonter les obstacles. Après ce que j'avais vécu avec Madame Holloway, je me savais capable de défendre ma cause, de faire valoir mes droits par les recours adaptés et d'avoir foi en mes compétences, peu importe le regard des autres. J'abordais l'université renforcée avec un regard plus lucide sur moi-même. Ce semestre éprouvant était devenu, au final, une véritable ressource, la preuve que je savais tenir bon face à l'injustice et préserver mon intégrité. J'ai glissé soigneusement mon relevé AP encadré entre 2 couches de vêtements, avec l'intention de l'accrocher dans ma future chambre comme symbole de ce que j'avais traversé et accompli. Le matin du départ, maman m'a prêté main forte pour charger la voiture et, malgré le bouleversement, on était toutes les deux prêtes à ouvrir ce nouveau chapitre. Le jour de l'emménagement sur le campus, l'effervescence régnait partout. Mes parents m'ont aidé à monter mes cartons jusqu'au 3e étage, dans ma chambre où ma future colocataire s'installait déjà. Elle s'est présentée, tout sourire et tout de suite abordable, entre 2 déplacements de meubles et le partage du placard. Une fois seule, j'ai pris soin d'accrocher mon relevé AP au-dessus du bureau. Ma coloc l'a aussitôt remarqué et m'a demandé pourquoi je l'exposais plutôt qu'une photo ou une affiche. Je lui ai alors raconté l'histoire de Madame Holloway et ce semestre compliqué marqué par le favoritisme, en expliquant que c'est là que j'avais appris à affronter l'injustice par les moyens appropriés. Elle m'a écoutée, visiblement touchée, et m'a avoué qu'à ma place, elle n'aurait pas su quoi faire, qu'elle aurait sûrement hésité entre se murer dans le silence ou éclater face à la prof, mais qu'aucune des 2 réactions n'était vraiment efficace. Mon histoire lui a donné de l'assurance pour affronter à son tour les défis de l'université, en comprenant que défendre ses droits par les bonnes voies pouvait vraiment changer les choses. On a discuté jusque tard dans la nuit, partagé entre nos espoirs et nos appréhensions pour cette nouvelle vie, et je me suis sentie heureuse que mon parcours puisse encourager quelqu'un d'autre à se défendre quand il le faut. Le premier cours d'anglais à l'université se déroulait dans un immense amphithéâtre, rangée après rangée de sièges alignés vers l'estrade et le grand tableau blanc. Je suis arrivée en avance pour m'installer au centre, histoire d'être bien placée et de rien rater. Petit à petit, la salle s'est remplie d'étudiants bavardant à mi-voix de leurs vacances. La professeure, Dr. Chen, est entrée pile à l'heure, s'est présentée, puis a tout de suite lancé une discussion sur le programme et les attentes du semestre. Elle nous a invités à réagir à un court extrait projeté au tableau. J'ai levé la main sans hésiter. Elle m'a interrogée, j'ai présenté mon analyse, soulignant le symbolisme et la structure, exemples à l'appui. Elle a hoché la tête en souriant. « C'est une excellente remarque », m'a-t-elle dit,
avant de me poser des questions plus poussées pour m'amener à approfondir ma réflexion. Son approche tranchait complètement avec ce que j'avais pu connaître avec Madame Holloway. Dr. Chen, elle, montrait un intérêt sincère pour mon raisonnement, sans jamais chercher à me contredire pour le principe. Les autres étudiants donnaient aussi leur avis. Dr. Chen accueillait chaque intervention avec une vraie écoute, valorisait les bonnes idées et savait recentrer gentiment quand c'était nécessaire. Au fil de ce premier cours, j'ai participé à 3 autres échanges et à chaque fois, je me sentais de plus en plus à l'aise pour analyser la littérature et formuler des idées complexes avec assurance. L'écart entre une évaluation juste et un jugement biaisé me sautait aujourd'hui aux yeux, à tel point que je me demandais comment j'avais pu douter de moi chaque fois que Madame Holloway s'acharnait. Durant ma 2e semaine à la fac, mon téléphone a sonné alors que j'étais assise sur mon lit à organiser mes notes. Maman s'affichait à l'écran, j'ai décroché tout de suite, impatiente de lui raconter à quel point tout se passait bien. Elle voulait des nouvelles des cours, de ma colocataire, de mes sorties. Je lui ai raconté à quel point je m'épanouissais, bien plus que je ne l'aurais cru possible. La charge de travail n'était pas facile, mais enfin, elle était juste. Ma coloc devient une vraie amie, et pour la première fois, j'avais le sentiment de pouvoir être moi-même, sans craindre de petits jeux ou de favoritisme. Maman, visiblement soulagée, m'a alors raconté une évolution au lycée qui m'a directement rendue attentive. Les nouvelles mesures mises en place après mon histoire avaient déjà permis d'identifier 2 autres cas de favoritisme avant qu'ils ne prennent trop d'ampleur. Un prof de maths qui favorisait les sportifs, un prof d'histoire qui pénalisait les élèves en désaccord avec sa vision politique. Grâce au système d'alerte anonyme et à l'audit des notes, tout s'est réglé rapidement. Les profs ont été accompagnés, encadrés, mais ils ont gardé leur poste. Maman disait qu'avoir permis de protéger d'autres élèves du même genre d'injustice donnait tout son sens aux décisions difficiles prises à l'époque. Je lui ai répondu que je ressentais la même chose, que transformer une mauvaise expérience en soutien pour les autres rendait tout cela utile, et pas seulement douloureux. 3 jours plus tard, j'étais à mon bureau dans ma chambre universitaire à terminer mon premier essai pour Dr. Chen. Ma coloc était à la bibliothèque à réviser la chimie, l'appartement était plongé dans un silence à peine troublé par le bruit des touches de mon clavier. Mon travail portait sur l'identité et le sentiment d'appartenance dans le roman qu'on avait étudié la première semaine. Et, pour la première fois, j'étais vraiment impatiente de remettre ma copie, sans stress lié à une note injuste. Chaque phrase traduisait mon point de vue. Je n'avais plus peur qu'un prof déforme mes propos ou prétende que j'étais passée à côté du sujet. La confiance que Madame Holloway avait essayé d'ébranler s'était reconstruite. Plus solide encore qu'avant, grâce au soutien de maman, à celui de l'administration, à l'objectivité d'enseignants justes et à ma propre décision de ne pas laisser l'avis partial d'une seule personne définir ma valeur. J'ai relu mon devoir, peaufiné l'argumentation, puis envoyé le tout, fière de mon travail. Cette expérience m'a appris qu'oser dénoncer l'injustice n'est ni de la faiblesse ni un caprice, mais une nécessité. Cela permet non seulement de se protéger soi-même, mais parfois aussi d'autres personnes qui n'oseraient en pas parler. Je suis reconnaissante envers toutes celles et ceux qui m'ont soutenue pendant ce semestre difficile et m'ont permis d'en arriver à ce moment où je peux enfin m'investir dans mes études, sans la crainte permanente d'être traitée de façon injuste. Mais avant tout, je suis fière d'avoir eu le courage de décrocher ce téléphone et de prononcer ces mots qui ont changé ma vie.